L'objectif de cette présentation est de vous parler de l'examen clinique et des examens paracliniques dans l'instabilité antérieure récidivante de l'épaule. Alors on sait que l'épaule est l'articulation la plus mobile, mais c'est aussi la plus instable des articulations du corps humain, tout simplement parce qu'il y a une disproportion et une discongruence entre les surfaces articulaires de la tête humérale et de la glène. En gros, on a une sphère sur une petite soucoupe, et donc c'est particulièrement instable. Il n'y a que la capsule articulaire, ce qu'on appelle le labrum ou le bourrelet, les muscles de la coiffe des rotateurs qui maintiennent l'articulation de l'épaule. En plus de ça, l'épaule est sollicitée dans pratiquement tous les sports, et donc l'instabilité antérieure de l'épaule est très fréquente. Elle représente 90% des instabilités de l'épaule. Le mode d'instabilité est important à connaître. Il y a 3 présentations cliniques possibles, ce qu'on appelle les luxations récidivantes, les subluxations récidivantes. Il peut y avoir une association des deux. Et puis il y a des patients qui se présentent avec seulement des douleurs et on les rapporte à un problème d'instabilité, et c'est ce qu'on appelle l'épaule douloureuse et instable, ou EDI. La direction de l'instabilité, elle peut être antérieure, inférieure et postérieure. Généralement, elle est unie ou bidirectionnelle. Il est exceptionnel que ça soit multidirectionnel, c'est-à-dire dans 3 directions différentes. Ça peut arriver, mais c'est vraiment très très rare. Alors, examen clinique de l'épaule instable, il faut distinguer 3 choses: la laxité, l'hyperlaxité et l'instabilité. La laxité, c'est quelque chose de normal. Toutes les articulations ont une laxité. L'épaule a la plus grande laxité. Il peut y avoir jusqu'à 25 à 50% de tiroir antéro-postérieur. Le tiroir antéro-postérieur, donc, qui reflète cette laxité antérieure et postérieure, peut se faire en position assise ou penchée en avant, comme ça avait été suggéré par Rockwood. Nous préférons le réaliser en position couchée, avec un patient relaxé, le bras à 45-60 degrés, et vous voyez qu'on fait une translation antérieure et postérieure, et que normalement le passage se fait en douceur et sans douleur. Si on sent un craquement, ou si le patient ressent une douleur et un craquement, c'est qu'il y a une lésion du labrum. Le tiroir inférieur, ce qu'on appelle en anglais le sulcus test, pour les Anglais, pour les Américains surtout, dès qu'il y a un tiroir inférieur, on part d'hyperinstabilité multidirectionnelle. MDI, Multidirectional Instability. En France, c'est pas du tout ça, parce que ce tiroir inférieur, en fait, on le retrouve chez tous les hyperlaxes pratiquement. Donc voici comment on le recherche. On se place derrière le patient et on va tracter sur les bras vers le bas, et on peut noter de temps en temps une différence entre un côté et l'autre, avec un tiroir inférieur plus important d'un côté que de l'autre. Ce qui est important, c'est de faire la différence aussi entre ce qui est laxité et hyperlaxité. L'hyperlaxité, c'est juste un facteur favorisant l'instabilité, ce n'est pas une maladie. Cette hyperlaxité, elle peut être antérieure, inférieure ou postérieure. La plus connue est l'hyperlaxité antérieure, c'est ce qu'on a défini avec la Société française d'orthopédie comme une rotation externe supérieure à 90 degrés ou 85 degrés. Ça peut rentrer dans le contexte d'une hyperlaxité généralisée, vous le voyez, avec une hyperextension du pouce ou des coudes, etc. Mais ça peut être isolé uniquement à l'épaule. Voici comment on recherche cette hyperlaxité. On se place aussi derrière le patient et on va prendre les avant-bras et rechercher une rotation externe supérieure à 85 ou 90 degrés. D'ailleurs, quand il y a une asymétrie comme là, on voit qu'à gauche, il y a plus de rotation externe. Ça veut dire qu'il y a une distension capsulaire antérieure et ça oriente vers la direction antérieure d'une éventuelle instabilité. Le tiroir inférieur, avec le test d'hyperabduction tel qu'il a été décrit par Gagé, Hyperabduction Test, se fait comme ça, sans bloquer en fait la scapula. Et Olivier Gagé donc, a dit que quand c'était supérieur à 120 degrés, ça traduisait une hyperlaxité inférieure. Nous avons en fait modifié ce test. Vous voyez comment nous le réalisons. Nous bloquons la scapula avec notre avant-bras. Et chez un sujet normal, normalement, ça bloque à 90 degrés, ce qui veut dire que le ligament gléno-huméral inférieur est normal. Alors que chez un sujet qui a une hyperlaxité inférieure et souvent une instabilité antéro-inférieure, vous avez une distension du ligament gléno-huméral inférieur. Et en fait, ce test, pour nous, il a une valeur à la fois quantitative et qualitative. Quantitative parce qu'on voit qu'on a un différentiel de 10, 20, 30 ou 30 degrés entre les deux épaules, entre l'avant-bras de l'examinateur et l'avant-bras du patient.
Donc ça, c'est plutôt quantitatif. Mais quand on le fait aussi, on a un arrêt dur d'un côté, du côté normal, versus un arrêt mou de l'autre côté. C'est un peu ce que j'appelle le Lachman de l'épaule. Et ça traduit cette distension capsulo-inférieure. Et en fait, c'est aussi dans le cadre d'une instabilité antéro-inférieure. En fait, si on veut rechercher la laxité de l'épaule, il faut regarder la mobilité donc en rotation externe, comme on vient de le voir. Mais il faut aussi la regarder en élévation antérieure. Et au départ, c'est vrai qu'on ne faisait pas attention à ça. On disait l'élévation antérieure, c'est 180 degrés. Mais vous voyez que cette patiente, elle a 200 degrés d'un côté par rapport à l'autre. Et ça, c'est un signe d'hyperlaxité important. Et on voit que d'un côté, c'est asymétrique. Il y en a plus d'un côté que de l'autre. Et ça veut dire qu'il y a une instabilité du côté où il y a plus d'hyperextension, comme vous le voyez ici. Le côté gauche est manifestement le côté pathologique. Et enfin, on va rechercher cette laxité en arrière, une laxité postérieure. Vous voyez, ces patients, ils ont une hyperlaxité, ils arrivent à monter la main jusqu'en D4 ou D3. Donc c'est beaucoup de distension de la capsule postérieure qui vous permet de faire ça. L'instabilité, ça devient donc la maladie, c'est la pathologie, c'est différent de la laxité ou de l'hyperlaxité. Cette instabilité, donc, elle est antérieure. Le test qui va permettre de le diagnostiquer, c'est ce qu'on appelle le test d'appréhension antérieure. Vous voyez comment on fait, on se place derrière le patient et on met les doigts en crochet en avant pour ne pas luxer le patient à la consultation parce que ça fait désordre. Voici donc une vidéo pour vous montrer comment on fait. Progressivement, on met le bras en position d'armée, abduction, rotation externe, et on retient la tête humérale pour ne pas la luxer parce que c'est risqué. Donc là, le patient, il a une appréhension, il a peur, elle a peur dans ce cas-là, et ça peut aussi être douloureux. On peut améliorer ce test quand il n'est pas très sensible par ce qu'on appelle le fulcrum test. Ça veut dire qu'on va mettre la main derrière l'épaule du patient et on va là aussi rechercher une appréhension. Il faut faire attention là aussi de ne pas luxer l'épaule. Le test de recentrage ou relocation test de Job, c'est la même chose. On met le bras en abduction, rotation externe, mais en position couchée. Et donc il y a une appréhension, il y a parfois une douleur. Et quand on pousse avec la main, on réduit cette douleur et cette appréhension. Donc on confirme la direction antérieure de l'instabilité. Puis l'instabilité peut être postérieure. Et vous voyez comment on fait. On se place derrière la patiente ou le patient et on va pousser le coude en arrière. Et quand il y a une lésion du labrum postérieur et une distension, vous voyez, ça crée une douleur. Et on sent l'épaule qui saute en arrière et qui se déboîte en fait dans une direction postérieure. C'est pas toujours facile de distinguer la position la direction de la luxation. Faut jamais non plus oublier d'examiner le sous-scapulaire. Et vous voyez, on fait le press-belly test en position couchée, qui est beaucoup plus visible. Et on voit chez cette patiente qui a déjà été opérée 3 fois d'une instabilité de l'épaule, qu'elle a en fait un sous-scapulaire, un tendon du sous-scapulaire et un muscle du sous-scapulaire qui est en fait complètement incompétent et qui participe à l'instabilité de l'épaule. Enfin, il ne faut pas oublier qu'il y a des patients qui ont une instabilité volontaire qui peut être antérieure, mais qui peut aussi être inférieure et postérieure. Ça, il ne faut surtout pas y toucher, ce n'est pas une maladie. D'ailleurs, vous le voyez, ce garçon, il sourit, il a pas mal. Ça fait juste peur à sa mère. Il ne faut surtout pas y toucher et il ne faut surtout pas opérer ce type de patient. Après, l'instabilité antérieure volontaire, elle peut devenir involontaire. Vous voyez un cas ici d'une patiente qui a une instabilité antérieure qui est devenue involontaire. Et donc, quand elle met le bras en abduction, eh bien, l'épaule sort et après, elle se réduit d'un seul coup brutalement. Et là aussi, ce n'est pas toujours évident de trouver la direction de l'instabilité. Est-ce que c'est en avant ou est-ce que c'est en arrière? Donc, on se met ici au-dessus de la patiente, on regarde, on ne sait pas trop là. On a l'impression que c'est un peu en arrière que ça sort, c'est pas sûr. Elle nous dit que c'est en avant, c'est possible. Donc, il faut essayer de trouver la parade. Et donc, dans ce cas-là, ce qu'on a mis au point, c'est ce qu'on appelle le thumb test, le test du pouce. Alors, on peut le faire en arrière. Et donc, on empêche l'épaule de se luxer en arrière quand on met le pouce en arrière. Et on peut mettre le pouce en avant. Et là, la patiente se sent stabilisée. Elle est mieux quand on met le pouce comme ça en avant et qu'on bloque la tête humérale. Et donc, on définit la direction de l'instabilité. Dans ce cas-là, c'est antérieur. Vous voyez qu'en arrière, par contre, ça continue à se subluxer en avant. Donc, c'est un test qui est intéressant.
Les examens cliniques, on ne va pas en dire grand-chose dans l'épaule instable antérieure. Sur la radiographie de face, on va regarder, donc on va chercher une fracture de la glène, du bord antéro-inférieur de la glène. C'est ce qui est intéressant, c'est surtout la radio de face en rotation interne où on va chercher une lésion de Hill-Sachs. Ensuite, il y a le profil de Bernageau ou le profil de Gart où on va mieux voir la fracture de glène. La radio de Bernageau est bilatérale comparative. Et aujourd'hui, donc, on réalise des arthroscanners. Ça, c'était plutôt avant. Aujourd'hui, on réalise des scanners. À l'arthroscanner, donc, on va trouver une distension capsulaire. On peut trouver une désinsertion de la capsule du côté huméral, ce qu'on appelle une Hagel lésion. On va pouvoir voir une désinsertion de la capsule et du labrum du côté de la glène. C'est ce qu'on appelle une lésion de Bankart. Et on va pouvoir voir un éculement de glène. J'avoue qu'aujourd'hui, je ne fais plus d'arthroscanner. Je ne fais que des scanners, puisque ce qui m'intéresse, c'est de quantifier la perte de substance de la glène d'un côté et la perte de substance humérale, c'est-à-dire la lésion de Hill-Sachs de l'autre côté. Un test qui est intéressant qu'on a mis au point à Nice, c'est le Knee Shoulder Test, le KST. Donc la patiente à gauche, donc c'est le côté normal, donc on va tirer sur l'épaule avec le genou, genou droit pour épaule droite, genou gauche pour épaule gauche. Et donc, cliniquement, la patiente peut sentir, si elle arrive à se relâcher bien, que l'épaule descend plus du côté pathologique que de l'autre côté. Donc, c'est une instabilité antéro-inférieure. Et donc, elle ressent une douleur, des fois un craquement. Et on a une descente, on voit cette descente cliniquement de l'épaule qui est plus bas. Et on peut aussi le faire sous contrôle radiographique, c'est ce qu'on a fait ici, et on voit que l'épaule descend plus bas d'un côté que de l'autre, donc c'est intéressant, en particulier dans les épaules douloureuses et instables. Voilà, en résumé, l'examen clinique de l'épaule se présente avec une sémiologie qui est très riche. Cet examen doit être bilatéral et symétrique. Il ne faut pas oublier de regarder les mobilités passives, c'est très important. On arrive très souvent au diagnostic rien qu'avec la clinique. Et les examens complémentaires sont juste là pour confirmer le diagnostic et surtout pour préciser les lésions osseuses et donc ensuite choisir le traitement adapté. C'est ce que nous allons voir dans une prochaine présentation. Je vous remercie.